Palais royal de Casablanca où Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé la séance de travail consacrée au projet de gazoduc reliant le Nigeria au Maroc à travers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Projet qui avait été initié à Marrakech lors de la rencontre tenue entre les deux chefs d'État en marge de la COP22. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Nous allons en reparler du projet de gazoduc Nigeria-Maroc, un projet, je cite, du 21e siècle qui scellera définitivement, s'il venait à aboutir, le lien de fraternité, même ombilical, entre le Maroc et l'Afrique sœur, suite à quoi évidemment nous irons à Alep, Syrie, une ville totalement détruite selon les médias occidentaux par l'aviation russe, la Syrie, pays central d'un projet de gazoduc passé, comme on a pu le constater dans une précédente édition. Pas envie non plus d'inquiéter notre audimat pour autant, même si un homme averti en vaut toujours deux. L'immigration subsaharienne au Maroc a pour sa part été analysée, sélectionnée avant d'être régularisée par le roi Mohamed VI. Qui sont nos émigrés subsahariens? Quel est leur profil et même leur niveau de formation? Et risque-t-il, je cite, de confisquer le pain de la bouche des Marocains? Réponse tout à l'heure. Et puis enfin, nous terminerons le journal sur une double page sport pour changer. Le sacre de Cristiano Ronaldo et Pax sur le fisc espagnol, suivi évidemment de la défaite de Badr Hari sur blessure. Ah oui, on analysera les causes et les conséquences, notamment sur ses finances, vu qu'une revanche est désormais sur le pipe. Voilà donc pour le programme. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2016. Bienvenue. Ici, c'est le Moïm de l'info. C'est le projet africain du siècle en cours. Personne ne le voyait venir et pourtant, c'est lui, ce futur gazoduc baptisé pour le moment Nigeria-Maroc, Inch'Allah, qui portera le lourd des ambitions royales en Afrique durant les prochaines années. Alors évidemment, tout un tas de questions nous envahissent quand on sait ce qu'un gazoduc peut avoir comme conséquence dans l'avenir géopolitique d'un pays ou même d'une région. Ça que les Syriens et les Irakiens, regardez-moi ça, c'est une tragédie. Alors évidemment, question... La Russie va-t-elle nous laisser faire, sachant que notre gazoduc pourrait lui aussi alimenter l'Europe et donc concurrencer le projet russo-turc Turkstream d'une capacité de plus de 30 milliards de mètres cubes également? Eh bien, alhamdoulilah, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, puisque la consommation européenne de gaz naturel tourne autour de 450 milliards de mètres cubes annuels, répartis entre la Russie, la Norvège, l'Algérie, le Qatar. La France, par exemple, importe seulement 12% de son gaz annuel de Russie, mais 10% d'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie avait déjà signé dans le passé avec le Nigeria en 2001 un projet de gazoduc transsaharien lui aussi, avant de laisser tomber à cause de l'insécurité venant de Boko Haram et d'AQMI, mais également par manque de financement. Ah oui, ça a arrangé nos affaires, un peu comme avec la disparition de Muammar Kadhafi. Ça nous a ouvert un boulevard en Afrique, à condition évidemment d'aller jusqu'au bout. La technologie est arrivée chez le Moïm de l'info. Oui, président. Comment allez-vous? Ah oui, je vous l'accorde, hein, il n'y a rien de drôle sur le sujet qu'on vient de parler, mais on ne pouvait pas ne pas en parler, président. Déjà qu'on se fait traiter d'Algériens quasiment toutes les 2 semaines, il faut bien équilibrer de temps en temps, ne serait-ce que vis-à-vis de nos clients. Ah oui, ça marche super bien, les traits de votre visage ressortent parfaitement, on dirait presque un personnage de film des années 80. Non, de film d'horreur, président, vous me faites penser à Freddy. Bien, présidence, heureux de vous faire sourire et merci aussi pour la petite pensée. Cela me va droit au cœur. À vous-même, président. Alors, puisque présidence cherchait la blague, elle m'a été réclamée. Quand on voit les images de la réunion royale de mardi dernier, le reliquat gouvernemental toujours en activité, ah oui, on peut parler d'une dream team. Regardez-moi ça. Donc là, c'est la délégation nigériane. Après entrent en action les membres de nos gouvernements. Là, Abdillah Ben Keren en chef de file. Ensuite, 2 membres du cabinet royal que vous connaissez tous très très bien, hein, pas besoin d'en dire plus. Alors là, Salah Din Zouar, ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas la même boussole que tout le monde. Sacré Salah Din, il est suivi donc de Mohamed Boussaïd et de Moulay Hafid El-Alami, entre autres. Non, quand on voit le relique de l'équipe gouvernementale en action, assisté par les membres du cabinet royal, on se demande à quoi servirait un gouvernement issu des urnes au vu de ses pointures, si ce n'est à nous freiner. Alors, il est évident que pour réussir en Afrique, l'un des arguments qui penchera toujours dans la balance côté Maroc, c'est l'immigration subsaharienne,
sur notre territoire. D'ailleurs, le roi Mohamed VI a lancé la deuxième campagne de régularisation des immigrés clandestins cette semaine. L'occasion de citer son discours du 20 août dernier, j'ouvre les guillemets, pour mettre en œuvre cette politique. Notre pays, sans condescendance, ni arrogance, ni dénigrement, ni discrimination, a procédé à la régularisation des migrants en créant pour eux les conditions appropriées pour s'établir, travailler et vivre dignement au sein de la société marocaine. Et là, autant vous rassurer tout de suite, les immigrants subsahariens régularisés sont nettement plus éduqués que la moyenne nationale des Marocains. Regardez, 92% d'entre eux vivent dans des zones urbaines, 37% ont un niveau d'études secondaires, 49% un niveau d'études universitaires, 60% ont déjà un emploi, 30% étudient dans des écoles coraniques locales. Non, quand on voit que lors du dernier recensement, 60% des Marocains étaient toujours analphabètes et que seulement 8% d'entre eux ont un niveau supérieur, ah oui, l'avenir appartient autant aux Marocains qu'aux immigrés transsahariens. On continue, mesdames et messieurs, avec les images qui ont fait la une de l'actualité internationale cette semaine et on revient tout de suite après. Assad militias are maybe 300 meters away. No place now to go. It's the last place. I hope we can speak again to Perskop, to you again. This may be my last video. More than 50,000 of civilians who rebelled against the dictator Al-Assad are threatened with field executions or dying under bombing. يمكن يكون هيدا النداء الأخير على أمل إنه يلاقي أذان صاغية عند صناع القرار بالعالم. Ah oui, on ne sait plus quoi penser dans ce dossier syrien. Dire qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, les Russes et Bachar pour les uns, les Américains et Daesh pour les autres, ça paraît simpliste comme raisonnement à fin 2016, vous ne trouvez pas? Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand la guerre sera finie, tous les survivants syriens reviendront au pays pour le reconstruire et profiter d'une croissance annuelle à 2 chiffres, pourquoi pas 3 chiffres, surtout que Donald Trump et son nouveau secrétaire d'État sont des intimes de Poutine, ceux qui restent du peuple syrien, les survivants, n'a jamais été autant menacé par la paix depuis 2011, plus que 50 000 morts, max 100 000, et le jour se lèvera à nouveau sur la Syrie. On s'y attendait, c'est fait. Cristiano Ronaldo a reçu le ballon d'or du meilleur exilé fiscal FIFA 2016. Ah oui, largement mérité, 150 millions d'euros dissimulés au fisc espagnol, paraît-il. Ça lui a quand même fait économiser 37 millions. Vous imaginez comment son mode de vie se serait craché la figure s'il devait vivre avec 113 millions au lieu de 150. Ah non, il a de l'appétit, tonton Cristiano. Et pas que pour marquer des buts, Zema, pour un gars qui se vante de faire du caritatif. Ah oui, ce nouveau prix est amplement mérité. Regardez-moi ça. La fierté de porter un 4e trophée individuel. Heureusement d'ailleurs que les ballons d'or sont nets d'impôts, sinon il leur reverserait 25% au fisc espagnol et il lui en resterait 3 au lieu de 4. Ça fait beaucoup, m'skin. On termine, mesdames et messieurs, avec le Badr Hari Gate, ou comment le champion marocain a encaissé une ultime défaite au lieu de sortir par la grande porte de ce sport de gonzesse. Regardez-moi ça. Non, finir sa carrière sur une blessure. Le pauvre. Bon, après les 2 combats au Maroc où il est sorti victorieux par KO, ben oui, souvenez-vous, contre un serveur de boîte de nuit et un réceptionniste d'un grand hôtel de Casablanca, force est de constater qu'il a perdu la main au point de se la blesser contre Rico, un mois. Qu'on soit totalement paranoïaque et qu'on pense, comme votre humble et courageux serviteur, qu'il est abandonné en simulant une blessure afin d'organiser une revanche à domicile au Maroc, ce qui lui permettra au passage de doubler ses recettes de pré-retraite. Regardez. I don't want to lose like this, and I don't think he want to win like this. So, you know, let's do it again. Ah oui, comme quoi, à toute chose, malheur est bon. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce 60e numéro. Non, le chemin est encore long, ne nous emballons pas, restons sur nos gardes. Laissez-moi donner rendez-vous à notre Audimat dans une petite semaine et à vous aussi pour l'ultime épisode 2016 de Moïm de l'Info. Badr, Hari, Badr, Hari, Badr, Hari, Badr, Hari, Badr, Hari, Badr.